Vous écoutez le replay du Sunday Show. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce Sunday Show ce soir, au soir du dimanche 10 avril, le premier tour des élections présidentielles. Et nous sommes là ce soir avec vous pour faire un petit débrief là-dessus, mais également pour parler d'actualités plus légères, pour se marrer, pour s'amuser. À côté de moi, toute mon équipe virtuellement présente avec sa plus belle chemise, Pascal. Bonsoir Pascal. Bonsoir, comment ça va ? Chemise bleu, blanc, rouge, je tiens à le préciser pour tous ceux qui n'auraient pas la vidéo. On m'a demandé la semaine dernière bleu, blanc, rouge, j'ai dû chercher et bleu, blanc, rouge, c'est le plus proche. Tu es très très classe. Ouais. Tu es très mignon, chemise, tu devrais mettre plus souvent. Il a mis son plus beau t-shirt blanc, c'est bien sûr Aurélien. Bonsoir Aurélien, comment vas-tu ? Bonsoir, ça va et vous ? Plutôt très 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 bien, tout va bien. Et ce soir, c'est une émission spéciale lunettes, vu que nous sommes tous les quatre équipés de dispositifs de correction oculaire. Oui, j'en ai maintenant. C'est la grande nouveauté. J'en ai besoin pour les écrans. Donc j'ai été les récupérer hier. Après 10 ans sans lunettes, me voici en retour en lunettes. Et puis bien sûr, elle a mis son plus beau foulard et ses plus belles lunettes. Bonsoir Vinka. Bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, surtout que je n'étais pas là la semaine dernière, donc je suis très contente d'être de retour. Oui, tout à fait, tu n'étais pas là la semaine dernière et du coup on avait fait une émission assez triste sans toi du coup. Ah, tu nous avais manqué, ouais. Ouais. Je suis revenu, me revoilà. On est content. Franchement, ça fait du bien parce qu'en plus, on a raconté des conneries la semaine dernière. C'est pas plus mal que je suis pas là pour les entendre. Si, au contraire. C'est pour ça que tu nous as manqué en plus. Sunday Show. Le Sunday Show sur Twitch. De retour dans votre émission du Sunday Show, les amis. Donc ce soir, premier tour des élections présidentielles. Donc le taux d'abstention, mon cher Pascal, de combien est-il ? Eh ben, il est de... Je vais te prendre de cours. De 26% par Ipsos et Soprasteria. Ouais, il vient d'être mis à jour juste actuellement, il y a 26,2 pour être tout à fait précis. Ouais. Est-ce que Vinka qui est Miss Culture pour nous préciser, pour ceux qui ne seraient au courant de rien, qu'est-ce que l'abstention ? L'abstention, c'est ne pas venir voter alors qu'on a demandé un bulletin de vote. Enfin, qu'on a demandé de voter dans le lieu, dans un bureau de vote. Parce que c'est ça ce qui est inquiétant aussi, c'est que l'abstention, c'est que les gens qui ont une carte électorale. C'est que 26% des gens qui ont une carte électorale. Il reste toute une partie des Français. Et je ne sais pas combien il y a au total de Français non inscrits sur les listes. Et du coup, il y a toute une grande partie de la France aussi qui n'a pas de carte électorale. Et du coup, voilà, il y a un quart des gens qui avaient une carte électorale, la possibilité de voter, qui n'y sont pas allés. Alors en tout, donc là sur la lecture du nombre d'électeurs inscrits, au total, il y a 47 947 555 électeurs inscrits, en gros, sur les listes électorales pour le coup, donc pour l'élection présidentielle. D'accord. Et oui, pour remettre en concept... C'est pas mal quand même. Hein. Oh non, ça fait du monde, hein. Et pour remettre en concept, pour les gens qui viennent d'arriver, qui viennent sous le podcast, on parle des présidentielles 2022. Donc c'est là d'où vient l'abstention. Voilà, on va suivre ça en même temps, parce que du coup, ça évolue en même temps les chiffres. Je peux faire un petit coup de gueule, juste parce que des fois, j'en ai un petit peu marre qu'on casse les abstentionnistes, alors qu'il y en a, ils ont été hyper indécis, et parce qu'il y a les abstentionnistes, il y en a qui s'en foutent en gros de la vie politique, il y en a qui ne peuvent plus la voir en peinture, mais il y en a qui font le choix de ne pas les voter parce que ils ne croient plus au système démocratique, ils ne croient plus en fait à la politique, ils en ont marre, ils vont juste travailler, ils font ce qu'on leur demande, ils payent leurs factures, etc. Ils ne veulent pas s'exprimer, c'est leur choix. Et je trouve qu'à chaque fois, on casse en fait du sucre un peu sur tout le monde. Et je trouve que là, dans ces moments-là, il faudrait plutôt qu'on se rassemble et qu'on se dise on respecte en gros le choix de chacun, celui de l'autre, celui qui a envie d'être citoyen, celui qui en a moins envie. Après voilà, c'est que mon avis, mais je trouve qu'on a plus besoin de se rassembler puis de respecter un petit peu l'autre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, tout à fait. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'abstention, c'est plus un problème. Faut pas me montrer du doigt, certainement, mais c'est un problème. Ouais. C'est un problème. Voilà. Il y a plusieurs problèmes. Pourquoi, d'où ça vient, pourquoi. Ça ne sert à rien de montrer.
du doigt, c'est toi, c'est ta faute. Non, il y a un problème qui est lié à cette abstention. Après, comment le régler, ça, c'est un autre débat qui est plus grand. Mais oui, il faut pas forcément juste montrer du doigt sans raison, ça sert à rien. Non, parce que là, je vois en fait des tas de commentaires en fait sur Twitter, mais qui sont en train de pointer les abstentionnistes depuis 20 heures pour le coup, en disant oui, c'est de votre faute, faudra pas venir se plaindre après, etc. Sauf que moi, par exemple, j'ai été indécis jusqu'à 3 heures du matin. Et j'étais en train de réfléchir. Mardi, je me suis tapé 4h30 de programme en tout, où j'ai lu entièrement le programme de chaque candidat. Alors quand même, celui-là qui est le plus long, c'est Mélenchon, qui l'a énormément détaillé. Franchement, ça, on peut lui reconnaître. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, mais Mélenchon, c'est plus détaillé, et j'étais indécis jusqu'à cette nuit où pour le coup j'ai encore pris le temps de regarder tous les programmes, de faire les pour et les contre, etc., parce que je n'avais aucune idée, j'étais totalement indécis, et j'ai pris mon choix à 3h du matin cette nuit, alors que voilà, j'étais perdu, et à la fin peut-être que j'aurais risqué soit de mettre un vote blanc ou soit d'être abstentionniste, parce que sincèrement j'avais vraiment du mal. Je crois que Vinky voulait réagir tout à l'heure, elle avait mis son micro. Non, je disais juste tout à l'heure que j'ai peut-être mal formulé, je ne critique pas, au contraire, et je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui s'abstiennent disent aussi que c'est parce qu'ils attendent qu'on reconnaisse le vote blanc pour pouvoir voter. Et ça, ils sont nombreux. Je sais que là aussi, le jour où on aura le temps, on pourra dire vous faites tous de la merde, on a besoin de quelque chose d'autre. Ouais. Peut-être qu'on aura plus de gens qui voteront. Ouais, c'est dommage, parce que je formule très mal mes idées, mais... Non, mais je suis d'accord avec toi, parce que le vote blanc est pas comptabilisé. Donc, en réalité, là, j'aimerais bien savoir, en gros, alors, Zemmour a déclaré, là, qu'il y a eu 2 millions de personnes qui ont voté pour lui. Très bien, donc ça va pouvoir donner à peu près une idée de l'estimation. Mais en gros, combien, en fait, ont voté blanc, en fait, parmi tous ceux qui sont allés voter? Enfin, j'aimerais bien juste, en fait, avoir un chiffre précis et, en fait, de voir le nombre de gens vraiment indécis ou qui n'étaient pas du tout d'accord avec les programmes de l'ensemble des candidats proposés. Et non, au contraire, pour le coup, je suis bien d'accord avec toi. Se déplacer pour voter blanc, alors que le vote blanc n'est pas pris en compte, autant s'abstenir finalement, vu que ça sert à pas grand-chose. Oui, il faudrait le reconnaître, ouais. Alors que le taux d'abstention, on en parle beaucoup, mais les votes blancs et les votes nuls, on n'en parle pas du tout. Non. C'est vrai. Non, mais outre ça, c'est que c'est vraiment quelque chose qu'il faut le noter, parce que c'est la même. Les gens sont un peu, on va dire complètement neutre, parce qu'on est complètement neutre entièrement. On dit rien ici. On est plutôt bon enfant. Mais les candidats restent quand même plus ou moins la même chose par rapport aux autres années d'avant. Et on se dit peut-être les gens, c'est pour ça qu'ils en ont marre en fait. Pourquoi on a les mêmes en bas, les mêmes en haut, plus ou moins. Et donc c'est pour ça qu'il y a des abstentions. Et donc c'est peut-être que si le vote blanc était comptabilisé en disant allez, on doit changer les candidats, on doit avoir des gens plus jeunes, des gens qui correspondent plus à notre opinion politique, ça changerait peut-être. Mais voilà, c'est un plus gros débat. Ouais. Carrément. Bon, l'an dernier, en candidat neuf et jeune, il y avait Macron qui débarquait. C'est pas pour autant que l'abstention n'était pas. C'est vrai. Dans ce cas-là, il y a d'autres problèmes. Ouais. Et là, cette année, on a comme eu des nouveaux cette année. Je pense à Jadot, je pense à Zemmour qui n'étaient pas là. Et pourtant, l'abstention n'a fait qu'augmenter. Donc finalement, c'est peut-être pas que ça le problème. Ouais. J'en discutais cet après-midi avec mon frère et je disais aussi que le problème, c'est que, plus je dis une chose que on a tous entendu à la télé, donc ça n'a aucun intérêt de répéter, mais je le dis quand même. Je trouve que là, cette année, en 2022, on a la mort de la politique du XXe siècle, pour de vrai. Oui. Et c'est presque très émouvant de voir que la gauche pas extrême, la gauche normale, gauche normale, je sais pas comment dire, la gauche traditionnelle, la droite traditionnelle sont en train gentiment de mourir. Toutes les figures qui ont incarné ces gauches-là, que ce soit Mitterrand, que ce soit De Gaulle, ne sont plus des figures de référence ou alors des vieilles figures. En fait, ces partis meurent, leurs idées sont toujours là, mais sont récupérées dans tous les sens et sont étirées comme du chewing-gum, donc elles n'existent plus. Et il y a plus de parti. Et mon frère me disait, on discutait avec mon frère, il me dit oui. Je crois que je sais plus si avec mon frère ou avec mon chéri, je disais mais qu'est-ce que ça va faire? Il me dit on va créer des nouveaux partis. Et je n'arrive pas à comprendre, à imaginer quels seraient des nouveaux partis sans la droite, sans la gauche. Et j'y arrive pas. Mais le conseil là, c'est mort.
Ouais, on pourrait rappeler d'ailleurs, il y a un excellent petit truc, une petite pastille sur Arte qui vous explique en fait exactement comment s'écrit la droite et comment s'écrit la gauche pour le coup. Et ça vient de très loin, hein, ça vient de la monarchie pour le coup. Vinka pourra peut-être en dire plus, mais le petit truc est extrêmement intéressant. Ouais. Et on va saluer Monsieur Xanax qui nous dit bonsoir mes sorbets à la fraise. Ah, bonsoir Monsieur Xanax. Ah oui, alors j'ai un énorme coup de gueule à passer. Alors là par contre je suis vraiment en colère. Il y a beaucoup de gueule ce soir, Parce qu'on parlait des abstentionnistes, mais aussi il faut reconnaître des abstentionnistes aussi qui n'ont pas pu aller voter. Et franchement je suis en colère parce que ma mère elle est aide-soignante dans un EHPAD et je connais énormément d'infirmières, d'aides-soignantes en EHPAD, etc., en maison de retraite ou en maison de vie ou dans des maisons de repos, etc. Ces gens-là n'ont pas pu aller voter cette année pour la majorité parce qu'aucun système ne leur a été proposé. C'est-à-dire que les parents n'avaient pas le droit de les récupérer, les enfants n'avaient pas le droit de récupérer leurs parents en raison donc de la Covid, ils n'avaient pas le droit de sortir. On leur a pas proposé, comme ça a été fait il y a 5 ou 10 ans, une machine pour qu'ils puissent voter avec 2 membres agréés donc de la mairie pour venir donc faire la comptabilité de leur vote. Il y a rien qui a été mis en place pour les EHPAD, etc. Et ça franchement je trouve ça vraiment honteux, mais vraiment mais ça m'a sorti de mes gonds quand j'ai entendu ma mère en parler ce soir au téléphone, et puis plusieurs soignants pour le coup qui ont pointé ce problème-là. On parle comme de nos aînés, etc., qui ont connu la France, etc., et qui ont aussi leur droit de donner leur avis, et qui ont peut-être le temps aussi de lire les programmes et tout, et qui n'ont pas pu le faire. Et ça, franchement, je suis très en colère parce qu'on peut peut-être dire qu'il y a 26% d'abstentionnistes, mais il y a quand même 2 millions de personnes dans les EHPAD. Donc 2 millions de personnes dans les EHPAD, s'il y en a que 1,6 million qui n'ont pas pu aller voter, ça représente déjà un énorme pourcentage en gros des abstentionnistes. Alors un petit truc rigolo qui n'a rien à voir avec ce que tu racontes, mais histoire de faire rire un peu les gens. TF1 a communiqué, comment ça marche avec la télévision, et ils programment les émissions en avance, et puis ils envoient la liste des programmes, genre à Télérama, Télé Poche, Télé je sais pas quoi, pour qu'ils puissent faire les catalogues de programmes. Et ben TF1 envoie que ce soir à 21h20 il y aurait le film Les Visiteurs, voilà. Et c'est pour ça qu'à l'instant sur ma télé je viens de voir s'afficher Les Visiteurs, mais que c'est que cette histoire, alors que je suis en train de voir Emmanuel Macron en train d'aller jusqu'à son QG de campagne. Donc ils sont un peu foirés TF1 là. Et Monsieur Xanax nous dit que sa grand-mère avec Alzheimer aurait été votée pour Pompidou. Il y en a, oui, pour qui c'est calme, il y en a qui sont pas séniles. C'est le danger, bien sûr, mais normalement, chacun a le droit de s'exprimer. Donc voilà. Mais voilà, c'est juste mon petit coup de gueule par rapport à la santé, et je commence à en avoir marre des scandales autour des maisons de retraite, et je commence vraiment à être de plus en plus en colère. D'accord. Alors est-ce qu'on peut avoir les chiffres, s'il vous plaît, issus de l'Institut Ipsos Mancat, s'il vous plaît? Eh bien, oui, c'est pas mal l'Institut. Je vais mettre l'IN pour bien faire. Si vous l'entendez, vous devriez. Si on l'entend. D'accord. Alors, juste pour dire tous les chiffres, donc Macron au premier tour 28,5, Marine Le Pen 23,6, Jean-Luc Mélenchon 20,3, Éric Zemmour 7%, Pécresse 4,8, et un peu le bas, Yannick Jadot 4,3, Jean Lassalle 3,2, Fabien Roussel 2,6, Nicolas Dupont-Aignan 2,2, Anne Hidalgo 2%. Retenez ça parce que ça va être quelque chose dans la rubrique après. Philippe Poutou 0,8 et Nathalie Arthaud 0,7. Donc voilà tous les chiffres. Alors j'ai une histoire. Sur un Hidalgo, ça va prendre l'actu de tout à l'heure, parce que je pense que c'est la même chose. C'est la même chose. On va la garder. C'est exceptionnel. Voilà. Anne Hidalgo d'ailleurs qui vient d'être descendue à l'instant puisqu'elle touche maintenant les 1,8. Voilà. On va revenir après dans le vrai ou faux. Et je pense que Aurel, oui, tu connais le résultat. Oui. Des petits commentaires quand même, franchement, sur les sondages, franchement. Alors, autant qu'ils étaient à peu près bons sur le score qu'allait faire Macron, et ils ont été un peu en deçà pour Le Pen, et ils étaient 3% de moins pour Mélenchon. Mais le reste, sinon, c'est une foirade totale. C'est-à-dire que, alors à part Hidalgo, ils ont à peu près bien vu le truc. Zemmour, finalement, il fait 7%, alors que vendredi, il était donné à 10%. Dupont-Aignan, il fait un peu plus de 2%, il était à 1,5%.
7%. Jadot, il était à 6%. Finalement, ils ont trouvé à faire quoi? 4%? 4,7%, t'as dit, Pascal? 4,5%. Je sais pas, j'espère toujours le remboursement des frais de campagne. Je suis, d'après, selon les sites, peut-être il est à 5. Ouais, ça va être limite. Ah, ça va être ultra limite. Ah ouais, non, mais franchement, alors pour le reste, en gros, ils se sont mais viandés, mais quand même assez sévères. Franchement, c'est impressionnant. Et cette campagne, avec ce premier tour, avec le duel Macron-Le Pen, j'ai l'impression d'avoir un petit flashback de 2017, d'il y a 5 ans. Moi, pas du tout. Alors, pour autant, moi, pas du tout. Parce que là c'est tellement différent. Ça me fait plus peur, d'ailleurs. Parce que autant je me disais c'est bon, elle va se faire descendre parce qu'il est jeune, mais là maintenant il est épuisé, Macron. J'ai peur. Ouais. Et elle est surentraînée. Oui, je sais, Alexis. Ouais. Et Alexis qui dit dans le chat, oui, malheureusement, c'est un pourcentage qui est bateau et qui fait que ça rembourse les frais de campagne de certains candidats qu'on n'apprécie pas. Malheureusement, mais c'est la règle, c'est les règles, donc 5%. Donc j'espère depuis tout alors j'espère le remboursement des fois. Bon, c'est pas que tout se casse la gueule chez Vinga. Non, mais j'ai passé, mais tu vas toutes les ramasser, mon tendre amour. Si tu vas les ramasser, j'ai passé une soirée à récupérer. J'ai récupéré un collier chez la grand-mère de Dorian qu'elle avait récupéré pour le finir, pour le refaire. Il était tout cassé, le collier. Et oui, et Alban, on a joué avec les perles, ça s'est pas cassé. Et là, mon chéri Doudou, là, il a joué avec les perles, tout le collier s'est cassé la gueule pas. Je te débrouille, tu le ramasses, s'il te plaît. C'est bien, on assiste à une scène de ménage en direct. Les chats, ils sont à 2 mètres de perles. Pardon. Scène de ménage sur M6 et maintenant sur C9. Selon les chiffres d'intention de vote au second tour, il y aurait 51% pour Macron et 49% pour Le Pen. Tellement selon le sondage IFOP. Oui, tout à fait. C'est ultra serré, hein. Ouais. Et ben c'est ce qu'on va voir. On va se donner de toute façon rendez-vous dans 2 semaines. Oui, voilà. Donc pensez, si vous pouvez, si vous savez, si vous avez le temps, si vous avez etc. Allez voter. Mettez votre voix. Je ne sais plus parler français. Mais faites votre voix entendre. Laissez votre voix entendre si vous savez quoi dire. Ça ne veut rien dire. Désolé Vinka, c'est avoir mal à la tête avec ce que je dis. C'est difficile à dire ce que tu as à dire. Ouais. Tu dois te dépatouiller dans tes mots sans trop en dire non plus. Alors finalement, tu sais pas quoi dire. Bon, moi je dirais voter républicain, tout simplement. Faites le bon choix. Votez, faites attention à vos enfants et à l'image que vous voulez qu'on ait nous à l'international, quoi. Voilà. Et si vous voulez une bonne opposition, n'hésitez pas, parce qu'il y a aussi un vote qui est très important, c'est le vote des législatives. Et peut-être que ça ramènera peut-être un peu plus de monde aux législatives, en fonction donc de ce qui peut passer, même dans les 2 cas, je pense qu'il va y avoir nettement plus de votes aux législatives au mois de juin pour le coup, où on va rentrer dans un débat un petit peu plus politique pour le coup. Ouais. Tout à fait. Ah merde, Daniel Cohn-Bendit, putain, je pensais qu'il était plus à lui. J'allais dire qu'il est encore là, lui. Non mais j'arrive pas à comprendre comment ce mec qui peut être là. Je vais passer que des coups de gueule. C'est un mec quand même qui a eu des énormes emmerdes pour des trucs pédophiles et tout, etc. Et le mec il est encore invité sur des plateaux de télé. Ça me paraît mais aberrant. Enfin franchement, mais il y a des interviews qui sont ressorties. Ça m'énerve. Je peux plus voir ce mec. Ah, il me sort par les yeux. Winka, oui. Je peux faire une anecdote rigolote parce que je trouve ça très drôle parce que vous êtes en direct sur les chaînes d'infos et notamment sur TF1 et nous on a une vie de parents. Ce qui fait qu'on a toujours la télé en différé d'une demi-heure, le temps de coucher notre enfant. Ah oui, donc là, t'es encore sur le discours du coup de Mélenchon. Non, c'est Hidalgo qui aime parler là. On en est où? Là, on vient de faire Zemmour. Ah oui, d'accord. Oui, on vient du sujet de Macron. Donc on a un petit peu de décalage et c'est drôle. Et je trouve ça très drôle parce que tu me parles de Cohn-Bendit et non seulement il est improbable, mais il est vraiment, vraiment encore plus pour moi parce que je suis très, très loin. Oui. Alors, sinon, on va revenir un peu donc comment s'est déroulé les votes. Donc pour ceux qui sont votés sur place, donc par exemple Stéphane, comment ça s'est passé pour toi, ton expérience? Mon expérience, j'ai été à 11h30
Et je suis sorti de mon bureau de vote à midi. Donc j'ai une grosse demi-heure de queue. Une grosse queue. Et quand je suis sorti, la queue que moi j'avais fait, avait doublé de volume. J'ai croisé un pote qui était voté dans le même bureau de vote que moi. Lui, il a pas mis une demi-heure, il a mis 1 heure. Ouf. Ah oui, donc c'est dur. Pardonnez-moi l'expression, mais il y avait une grosse érection. Tout à fait. Et Alexis qui dit couscous Julien. Merci Alexis pour tes petites vannes fort agréables. Et toi Aurélien, du coup en termes de vote, ton bureau de vote? Moi j'ai dit que j'avais pas encore fait ma comment ça s'appelle, mon inscription sur les listes électorales à Levallois où j'habite. Donc j'étais encore en Bretagne, donc ma procuration avec ma maman qui est allée voter juste après son travail à 17h et que je remercie parce qu'il y a eu énormément de monde par rapport à d'habitude. Donc c'est pour ça que je trouvais ça que l'abstention est un peu bizarre parce que il y avait énormément, tout le monde me dit qu'il y avait énormément de monde dans les bureaux de vote. Et ma mère a passé plus d'une demi-heure, pareil, dans un petit village, pour le coup en Bretagne, d'où je viens. Donc voilà, mais je remercie 1000 fois ma maman d'amour d'être allée voter pour moi. Et toi, Vinga? Avec le micro, c'est mieux. Je remets le micro. Et moi, nous, on a eu un coup de chance. Alors, on vit dans un tout petit bled, mais ce matin, on est en revenant à midi d'être allé chercher nos pizzas dominicales. Il n'y avait plus personne, donc parce que l'Ali il y avait un monde fou. En revenant, il n'y avait plus personne puisque tout le monde mangeait à 12h10 et on a voté très très vite à 12h10, mais c'est revenu très très vite. Il y avait encore beaucoup de monde quand je suis partie de chez moi. D'accord. Donc rappelons que Vinka et moi on a donc voté en Ile-de-France et Aurélien de sa mère a voté en Bretagne. Ouais, par procuration. Connais-tu mon cher Pascal de ton vote consulaire? Moi, j'ai voté hier. J'ai pas voté le même jour parce qu'avec le décalage horaire, nous on vote 24 heures avant, donc samedi. Donc je suis allé et en vrai, oui, c'est comme la même réaction que vous. En vrai, il y a beaucoup de monde qui sont allés voter. Donc je pense que c'est peut-être plus dans les lieux un peu moins avec un peu moins de population où il y a moins de gens qui sont allés voter, mais dans le cas du consulat que je suis allé, donc le consulat français à San Francisco, c'était assez complet. Bon, pas comme Stéphane, moi ça a duré juste 5 minutes, c'était quand même assez rapide. Mais il y avait quelques gens. C'était marrant de voir qu'il y avait des jeunes gens. Donc il y avait un jeune de 18 ans qui s'est ramené pour la première fois, je pense, donc pour voter et qui ne savait pas comment voter. Donc c'était marrant de le voir et de se faire engueuler par le mec en lui disant il faut prendre au moins 2 bulletins, monsieur, s'il vous plaît. Donc vous savez quand au début vous devez prendre les bulletins, donc il a dû prendre 2 bulletins, donc et donc après tout le monde est allé voter comme prévu. Donc j'ai vu qui l'a voté, je ne vais pas le dire qui l'a voté, mais j'ai vu qui l'a voté vu qu'il n'a pris qu'un seul. Il y a TF1 qui a fait un tour du monde tout à l'heure à 19h15 dans un petit JT vite fait. Ils ont montré donc du coup, alors ils ont pas montré San Francisco là où tu étais, mais ils ont montré New York, ils ont montré Montréal où c'était une blinde, il y avait une queue quasiment de 2 heures, c'était impressionnant. Il y avait aussi Shanghai où il y avait énormément de monde, mais en même temps il y a une bonne population aussi française. Londres aussi, il y avait une énorme mobilisation. Ils ont même fait le tour dans des trucs comme Singapour ou encore dans d'autres pays, mais il y avait énormément de monde dans beaucoup de pays, donc finalement énorme respect à tous les expatriés qui font quand même leur devoir. Monsieur Xanax nous dit que dans son bureau de vote à Toulouse, il est rentré à 8h50 et il est sorti à 8h55. Je pense que c'est le bon plan, effectivement, d'aller très très tôt dans les bureaux de vote. C'est sûr qu'il n'y a pas grand monde. Ou bien surtout le soir. Ouais, il y a quand même un truc, c'est que il y a des tas de gens aujourd'hui qui bossent le dimanche. Je pense à des gens qui bossent chez Jardiland, chez Truffaut ou chez Monsieur Bricolage. Enfin voilà, il y en a énormément. Et en fait, les gars là ce matin, j'en connais certains, qu'en gros qui ont dû se lever à 7h30 pour le coup pour aller bosser à 8, pour aller voter absolument à 8h et pour ensuite donc du coup aller travailler dans la foulée. Et ça pour le coup, je trouve que c'est un petit problème aujourd'hui qui commence à devenir de plus en plus récurrent, parce que il y a énormément de vendeurs qui bossent le dimanche et même les serveurs en restauration, etc. Et c'est pas facile pour eux, franchement. Tout à fait. Bon respect. D'ailleurs, il faudra voir ce que dit la loi à ce sujet. Est-ce que si tu travailles, est-ce que ton employeur doit te donner quelques heures ou je ne sais quoi? Il faudrait peut-être adapter, si c'est pas le cas, le fait que les gens puissent voter.
Bah justement, il y a rien qui est prévu donc dans ça pour le coup, c'est en fonction du respect des horaires et comme il y a donc la procuration qui est possible, donc du coup en gros le seul choix en fait que t'as, bah c'est par procuration. Donc voilà, il y a peut-être ou alors il faudrait alors effectivement moderniser le vote, appeler Nico Selagas qui dirait alors pour Macron tapez 1 pour Le Pen tapez 2. Les élèves, émotions ce soir avec exceptionnel. Et d'ailleurs, on parle de modernité, mais finalement, le gouvernement s'y met à petits pas et à petite dose, parce que je ne sais pas si vous avez vu ceux qui utilisent Snapchat, mais le gouvernement s'est associé à Snapchat pour inciter les gens à aller voter. Oui, donc on passe directement à l'actualité givrée, Stéphane, il m'a pris de court. Et donc oui, ce qui est bien, c'est d'inciter les jeunes à aller voter. Donc sur Snapchat, sur ce réseau social favori de beaucoup de gens, pas de moi, peut-être de Stéphane et d'autres, je ne sais pas. Ça m'arrive de Snapchatter de temps en temps. Et donc, oui, il y a 24,2 millions d'utilisateurs actifs mensuels en France. Donc, pour encourager ces jeunes générations à se déplacer, il y a un peu des bitmojis, donc vous savez, c'est un peu ces stickers, des personnages 3D, des images qui sont mis aux couleurs de la France pour voter, donc des comptes à rebours, d'autres choses. Moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve sympa. Tout à fait. Alors qu'Alexis nous dit que le beau gosse est arrivé au QG. Je répète, le beau gosse est arrivé au QG. Mais chez nous, il est encore sur la route, quoi. Il est pas près d'y arriver. Hein. Ah, bah il commence à y arriver. Hein. On voit les drapeaux qui s'agitent. Il devrait paraître sous 5 petites minutes, je suppose, ou un peu moins. Mais oui, donc voilà, oui, c'est un peu une rupture et c'est bien de voir que les politiques commencent à voir autre chose que la télé, parce qu'on est souvent sur la télé, mais il y a d'autres réseaux et certains jeunes ne regardent jamais la télé maintenant. Ils sont pas sur TF1, France 2, ils sont sur Twitch, sur Snapchat, sur TikTok, etc. Donc il faut utiliser tous les supports, tous les médias pour communiquer. Ouais, et un gros respect à il y a beaucoup, alors sur Snapchat, il y a beaucoup de personnages de cités, etc., comme Nasdaq, qui est un énorme influenceur français, qui est ultra populaire sur Snapchat. Il fait à peu près entre 1 million et 2 millions de vues chaque jour. Et donc, dans une cité qui s'appelle Saint-Jacques à Perpignan, où donc il est avec énormément de jeunes. Enfin, c'est un quartier qui compte énormément de jeunes, de gens où malheureusement la pauvreté est très très forte. Et il appelle tout le monde à aller voter. Il a été voté lui-même, donc en montrant sur Snap. Il a invité tous les gens de son quartier à aller voter, etc. Ils se sont retrouvés dans le bureau de vote. Après, ils ont tous discuté et tout. Franchement, gros respect à tous ces personnages-là qui sont très drôles d'ailleurs quand vous les suivez tous les jours et qui ont incité les gens en même temps à aller voter derrière pour dire que voilà, c'était important d'aller donner son vote, que ce soit blanc, que ce soit pour la personne de votre choix, que c'était important. Donc, grand respect. On va faire un petit aparté sur l'actu suivante. Pour attraper les candidats sur la réunification bretonne, il déploie un drapeau breton géant à Nantes. Est-ce que tu l'as vu, Aurélien, ce drapeau géant? Eh ben justement, ils ont justement pour cette opération, donc pour faire justement interpeller ces candidats, parce qu'ils veulent apparemment avoir ce référendum pour avoir une idée sur la question sur cette réunification. Quelques personnes se sont ramenées avec un drapeau qui est assez grand. Oui. Donc oui, c'est pas petit. Il y a quand même pas mal de gens qui ont été aidés pour avoir mis ce drapeau géant à Nantes. Donc c'est le plus gros drapeau du monde, hein, pour le drapeau breton. D'accord, ok. Ah oui, c'est juste en face du château des Ducs de Bretagne, la duchesse Tout à fait. Ouais. Voilà. D'accord, oui, impressionnant, mais ça chauffe de plus en plus ce débat. Pour le coup, il y en a beaucoup qui aimeraient avoir le référendum, et franchement, ça pourrait être assez chaud. Hein. Sauf que ça poserait des gros problèmes économiques par la suite, vu comment ça s'est construit au niveau des régions aujourd'hui. On a centralisé la Bretagne à Rennes et Nantes et finalement le centre-région des Pays de la Loire, et ça poserait beaucoup de soucis logistiques.
on va dire. Donc voilà. Mais en même temps, la partie nord de Nantes, parce que Nantes est séparée par la Loire, c'est un peu un petit Paris où il y a une île de Nantes, comme l'île de la Cité à Paris, et ensuite le sud. Et en fait, ça fait à Nantes Nord, donc vous avez des ardoises, par exemple, sur les toits. Et au sud de Nantes, donc une fois que vous avez dépassé l'île, vous avez que des tuiles. Et ça fait une énorme séparation. Et la Bretagne, c'est toujours construit en ardoise et en pierre, contrairement aux Vendéens, au bocage qui s'est construit donc en tuiles avec une autre forme de briques pour la construction des maisons. Et c'est un débat qui dure depuis déjà des années, mais j'irai voter avec grand plaisir pour rejoindre enfin mes amis bretons. Très bien. On sent la Bretagne. Ah oui, attends, elle me manque. J'y serai d'ailleurs la semaine prochaine. Tiens, franchement, quel bonheur. Après un sujet beaucoup plus léger, beaucoup plus intéressant et très geek. Hein, parce que si t'es pas plongé là-dedans, t'as peut-être pas entendu parler. Je pense notamment à la petite Vinka. C'est la fameuse guerre des pixels. Et là, je parle pas du nouveau film de George Lucas. Hein. C'est vraiment sur Internet que ça se passe. Et la France a affronté le monde entier. Oui, donc c'est la guerre des pixels et beaucoup de gens ont été au courant de cette guerre, même apparemment Zemmour, parce qu'il a fait un tweet du genre. Il a dit supporter la France, mais beaucoup de gens n'ont pas compris ce que c'était. Donc pour remettre dans le contexte, hein, donc le Pixel War, donc la guerre des pixels, c'est lié au réseau social Reddit qui fait une blague tous les 5 ans pour le poisson d'avril, qui est justement un canvas, donc un canvas blanc. Donc, où tout le monde... Penser une feuille blanche pour ceux qui ont du mal avec le terme plus technique. Oui. Donc, feuille blanche, et tout le monde peut mettre donc un pixel. Donc, un pixel toutes les 5 minutes. Et donc, justement, vous pouvez aller sur le site, vous mettez un pixel et hop. Et justement, quand vous êtes un groupe, vous pouvez faire une belle image. Et donc, je vais vous montrer un peu ce que ça donne, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, vous voyez, chacun met ses pixels, chacun met les choses qu'ils veulent dessus. Et donc, je pense que vous voyez le drapeau français bleu, blanc, rouge dans le côté gauche en bas. Et justement, c'est lié à ça. Donc, il y avait une guerre féroce qui arrivait entre la France, l'Espagne et le reste du monde. C'est exceptionnel. Oui. Monsieur Xanax, les Espagnols sont des tricheurs. Cameto président, non mais. Alors oui, il faut expliquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu mets un pixel dans le placement précis, quelqu'un d'autre peut également mettre le pixel à l'instant précis. Donc, ça part de là la guerre. Voilà. Voilà, donc ça veut dire que la France peut mettre les pixels bleu, blanc, rouge, mais après l'Espagne peut arriver et mettre leurs pixels, etc. N'importe quoi pour justement enlever le drapeau français. Et donc il y avait une guerre avec des streamers, donc Cameto, bien entendu, Monsieur Xenas le fait dire, et l'Espagne. Et donc dans cette guerre, justement, la France avait pris ce côté gauche, et l'Espagne est arrivée et disait non, c'est pas, vous avez trop d'espace, on arrive et on va vous le détruire. Et la France a décidé non, donc il y avait une grosse bagarre avec les Américains qui s'associaient avec l'Espagne, les Français tout seuls. La France a gagné au final parce qu'on avait le drapeau français. Et donc ce qui était bien. Avec Zidane dedans. Mais, et oui, Zidane au milieu. C'est exceptionnel. Ah, j'adore. Et Zidane a réagi, il a fait une vidéo sur Twitter de ciseaux. En disant merci pour cet hommage que vous m'avez rendu. Ah, si. Ah, génial. Et même plus loin, il y avait même quelqu'un qui ils sont amusés à dessiner la carte vitale. Et il y a l'assurance maladie qui a fait un tweet également pour dire merci de nous avoir représentés. Ah, c'est des génies. Un peu plus loin sur la carte, il y a également Arte Télé qui est dessiné. Arte a également remercié de lui faire coucou sur la carte. C'est sympa. Ah, c'est exceptionnel. Ah putain, ils vont me tuer de rire. Ah non, mais c'était vraiment sympa comme événement. Et oui, Zidane qui réagit, Thomas Pesquet, parce qu'on l'a fait, l'astronaute français Thomas Pesquet, qu'on l'a mis sur ce pixel, il a réagi également. Donc tout le monde a réagi, c'était marrant, c'était bon enfant. Donc par rapport à d'autres guerres qui sont un peu plus moroses, ici c'est juste des pixels, donc il n'y a pas de mort, c'est juste des petites images, donc c'est bon enfant, c'est bien, ça change. J'adore, et quand j'ai vu passer ça, où il y avait Squeezie qui les appelle et tout, etc., enfin les grands, les énormes
influenceurs français, enfin youtubeurs, twitchers, etc. J'ai trouvé ça exceptionnel parce que quand j'ai vu comment ils se battaient, mais comme des malades sur Twitch et tout, mais c'était des oufs. Et franchement, je trouve ça drôle ce genre de guerre un peu numérique. Enfin, finalement, c'est très drôle. Et avoir quand même placé Zidane et la carte vitale, franchement, mes respects, quoi. Tout à fait. La carte vitale. Allez, passons aux actus vraies ou fausses à présent. Alors, actu suivante. Pas de bulletin Hidalgo pendant 2 heures et personne ne le remarque. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux selon toi, Vinka? Pas de bulletin Hidalgo? Oui, dans un bureau de vote, il n'y avait pas de bulletin Hidalgo pendant 2 heures. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je pense que c'est vrai. Malheureusement, je pense que c'est vrai. Aurélien? Oui, c'est vrai. Personne s'en est rendu compte. Oui, donc c'est lié un peu aux chiffres. Donc je disais que par rapport au sondage, c'est un peu triste. Mais oui, il y avait donc dans un bulletin de vote. Donc c'est un bureau à Pau. Et donc justement, vous savez, quand vous prenez vos bulletins de vote, vous avez une pile pour chaque candidat. Et il n'y avait pas de bulletin Hidalgo. Et pendant 2 heures, personne n'a rien remarqué. Et c'est simplement, donc c'est même pas justement une personne, un citoyen qui a remarqué. Ouais. C'est justement un assesseur qui a dit: les mecs, on a oublié quelque chose. Mec, meuf, on a oublié quelque chose. On a oublié Hidalgo. Et donc oui, ça a dérangé personne qui n'a pas été là. Mais voilà, pendant 2 heures. Pas de bulletin Hidalgo, mais en vrai, il n'y avait pas beaucoup de changements. C'est triste, c'est la tristesse pour ce candidat. Bah, ce qui est grave surtout, c'est que personne s'en est rendu compte pour un Hidalgo. C'est ça qui est quand même dangereux. Tout à fait, ouais. Ah, franchement, j'aurais presque honte. Xanax qui dit personne ne s'est rendu compte qu'elle était candidate aussi. Pendant ce temps, on a Emmanuel Macron qui vient de monter sur scène à l'instant. Oui, Alès qui réagit justement sur avec son projet comme il faut. Parce que c'est notre projet, comme il disait. Allez, actu vraie ou fausse suivante. Coca-Cola lance une boisson au goût de pixel. Ouais ou faux? C'est faux. Au goût de pixel? Non, je dirais que c'est faux aussi. Eh ben c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Oui, c'est Coca-Cola qui a rendu ce goût. Je sais pas comment je l'ai pas testé. Si je peux le récupérer, je vais vous le faire tester. C'est justement donc une boisson 0 sucre qui s'appelle Coca-Cola Zero Sugar Bite. Donc Bite Beats, c'est des pixels. Et donc c'est lié justement au jeu vidéo Fortnite. Ça va être officiellement lancé justement lors de ce jeu-là. Et donc, je ne sais pas quel goût ça va avoir, mais je ne sais pas si vous avez une idée d'un Coca-Cola avec un goût pixel. C'est très particulier, mais je ne sais pas. À goûter. Ça va arriver en France ou ça va arriver seulement aux États-Unis ou avec tous les trucs bizarres que vous avez? Il me semble qu'il va y être en France. Et d'ailleurs, je vais faire un tour dans mon frigo dans 5 secondes. Mais il me semble que ça va arriver en France aussi. Donc, du Coca-Cola au goût pixel. Et je reviens d'ici 5 secondes. Aurélien, toi qui es devant TF1, tu peux m'expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont installé une borne d'accueil à Macron? On dirait pas une borne d'accueil, genre l'hôtesse d'accueil qui est installée dessus. Ah ouais, ça fait vraiment bonjour, bienvenue à la caisse primaire d'assurance maladie, s'il vous plaît. Alors qu'est-ce que je peux pour vous? Ah putain, les sondages qui ont bougé, dis donc. Macron qui est monté à 28, c'est énorme. Le Pen à 23,2 qui reste à peu près stable alors qu'il était à 23,3, 23,4, 23,6. Mélenchon il passe à 21,7. C'est énorme. Zemmour il reste à 7 et alors qu'au début je crois qu'il était à 6. Ouais, c'est impressionnant. Ah ouais, non mais qui a eu cette idée de espèce de comptoir? Mais non mais c'est honteux. On dirait qu'il conduit un train quoi. Enfin, oui, c'est un peu ça aussi, ouais. Ou alors qu'il pilote une station nucléaire, genre il doit le machin avec tous les boutons. Oui, bah ça j'aimerais pas trop, tu vois, mais ah ouais, non, ça fait. Ah ouais, c'est quoi ce pupitre qu'ils lui ont mis? Non mais c'est. Je pense que ce qui s'est passé, tu sais, la salle où l'a réservé là. Ils se sont dit, oh putain les mecs, on a oublié le pupitre. Oh, attends que c'était Michel. Hey, il y a la bande d'accueil. Hop, ils ont pris, ils l'ont foutu sur la scène.
Alors, ça fait quand même un peu symbole Jupiter pour le coup. Donc, ouais, je me demande si c'est pas fait exprès justement et pas avoir comme les autres où juste Jupiter avec le nom marqué et la date. Oui, puis ça fait un peu le président qui s'exprime sur une scène pour dire oui, je suis déjà président, donc réalisez-moi pour un deuxième tour. Alexis nous dit on dirait un stand pour goûter des saucisses au supermarché. Non, mais en vrai, c'est bon coup parce que regarde, on réagit dessus. Donc au final, Oui. on en parle. Ouais. Donc ça marche. Ça fait un peu, moi je dirais, ça fait un peu vaisseau spatial. Et justement, pour revenir à ça, vous voyez ici aussi, il y a un Coca avec un goût espace. C'est flou. Goût Voilà. espace. Oui. D'accord. Mais ça peut C'est quoi, c'est Aero Sugar? Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Aero Sugar? Space flavor en bas. Donc c'est Zéro le goût de sucre. l'espace. Non, zéro sucre. Ah, Zéro Sugar. Zéro ok, sucre, oui, pardon. mais avec le goût de Ouais. l'espace. Mais pourquoi Donc, le Coca Aurélien il est avait dans lu, l'espace pour le coup? Oui, non, mais ouais, donc ça. Je ça va sais pas les c'est lunettes. quoi, mais j'ai testé, ça fait. Vous voyez la barbe à papa? Ouais. Ben, c'est ça, c'est du Coca-Cola barbe à papa. C'est un goût pour eux, c'est ça l'espace. Donc voilà. D'accord. Alors, si Ok. vous voulez bien, on va finir le dernier vrai ou faux. Et puis après, on fera une pause. Un cheval visite un supermarché et passe peu mal à la caisse. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On en revient à la semaine dernière, on parlait de chevaux, ben on continue. Fil conducteur. Ouais, moi, pour le fun, je dirais que c'est vrai. Ouais, je dirais que c'est vrai aussi. Hein. Moi aussi, parce qu'il n'y a que par là qu'il peut sortir. Ah bah forcément, oui. Eh bien, c'est vrai. Oui, c'est un pauvre cheval, parce qu'en vrai, il a rien demandé au monde. Hein. Il était, je pense qu'il n'a pas voulu se ramener dans ce centre commercial. Et donc, vous le voyez, il passe à la caisse, tranquillement, ici. Voilà, il fait un peu peur un peu tout le monde. Hein. Mais qu'est-ce qu'il foutait dans le supermarché, le cheval? Je pense qu'il s'est perdu. Je pense qu'il devait justement... il devait... Vous pensez que la caissière a demandé sa carte de fidélité au cheval, s'il payait un contact Et Macron nous dit que Macron pupitre, on dirait Rose sur le Titanic. Ah, c'est pas faux, ouais. Un petit peu, oui. Ah bah là, le cheval, il pourrait passer directement à la caisse de Macron. Bonjour, monsieur. Ah, c'est exceptionnel. Hein. Et donc apparemment, il était effrayé par un orage et donc il s'est enfui et donc au final, il s'est retrouvé dans un centre commercial. Voilà, voilà. C'est vraiment énorme. une bande d'accueil. Ah ouais, non mais en vrai. Hein. Je sais pas si Pascal, t'as moyen de nous mettre une image de Macron derrière sa bande d'accueil, mais là, franchement, c'est. Alors bouge pas, je vais essayer de te mettre ça, mais oui, non, mais c'est particulier, hein. C'est. Ah, c'est exceptionnel. C'est pas moche, mais c'est spécial en fait. C'est, quand on le voit du haut, de la vue du haut de la scène et qu'on le voit derrière son petit comptoir, Ouais. ou alors peut-être qu'il se va reconvertir à faire barman ou on sait pas trop. Oh, bah oui, c'est particulier. Attends, bouge pas, je vais essayer de récupérer ça. Bon, je mets une autre chaîne de télé, ce qui est normal, on peut partager. Hein. Et donc, vous pouvez voir ici donc la grande scène. Ça fait des élections à prévoir. Bonjour, merci Alexis de la blague. Oui, donc c'est assez. Ça assez va, grand, vous on va imaginez dire. un truc catastrophique, ça va. Ouais, mais ça va pas être agréable pour lire parce qu'il a ses feuilles en fait, il est debout, donc en fait il passe son temps vraiment à zioter en fait en bas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a une meilleure vue que toi, Aurélien. Ah oui, ah bah ça c'est sûr. Ouais. Exceptionnel. Et voilà. Voilà, donc son grand vaisseau spatial. Ben, pour l'instant, on le voit pas son vaisseau, mais c'est pas grave. Oui, parce qu'il est en train de parler. Mais oui, sinon ça va, on en parle. Donc en vrai, il a réussi. Ouais, on peut le voir ici, sur le côté. Non, vraiment, ça fait vraiment pupille de Salut sa prévence. Il n'a pas tort. Hein. Ah non, mais clairement. Très très bonne vanne. Bon, bah voilà. Vous pensez qu'il y a un catalogue des pupitres et que Macron il a feuilleté, alors celui-là non. Ah il est bien, celui-là il me plaît. Ah celui-là, imitation, service après-vente, je prends celui-là, hop. Non mais celui-là il était cherché chez Jiffy celui-là. Je suis pas sûr que ce soit Ça une idée de les génie change ça. des autres. Des idées de génie. Ah oui, ça change des autres pour le coup, ouais. Moi, je parle du pupitre de Macron. Fallait changer, parce Ouais, que les autres, ouais, c'est non, tous le mais- même, transparent et en plastique. Non, mais par contre, c'est- c'est une lumière très blanche, hein, pour le coup, Ah là, oui, qu'ils l'ont mis. c'est. Ouf. Ouais.
Ah, c'est puissant, hein. Ouais. C'est une bonne stratégie en vrai, parce qu'on en parle maintenant, vous voyez. Ouais. Alors que les autres, on n'en parle pas. Non, mais il y a moyen que ce soit en top tweet sur Twitter, tu sais. Ah, mais... Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Et on parlait avant la coupure, enfin pendant la coupure, des potentiels votes qui seraient par smartphone. Hein. Et Alexis nous écrit, et hop, les Russes piratent les votes et Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, présidente. Oui. Voyons donc, pourquoi Stéphane? Tout à fait. Alors les questions du pourquoi, la première est très intéressante. Pourquoi, selon vous, est-ce qu'on vote en avril et parfois au mois de mai? Ah putain, je l'ai su il y a pas longtemps, mais Jean-Pierre Vinca a la réponse. Pas du tout. Je dirais que c'est parce que c'est le printemps, mais ça n'a aucun intérêt. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'à la base de la Ve République, les gens, que j'ai vu l'info Pascal, du coup je sais tout. Vas-y. Je te laisse la réponse dans ce cas-là. On votait à l'époque en automne. Mais un événement a fait qu'on a arrêté de voter en automne et que ça a basculé en avril. Vichy? Pardon? Vichy, le régime de Vichy, quand le retour des camps? Pas du tout. Et la Ve République, si je dis pas de conneries, c'est 56. Hein. Donc c'est après Vichy. Général de Gaulle? Non plus. Mais 68. Je crois que c'est dans les années 70 et quelques, il me semble. Le choc pétrolier. Et après, au bout d'un moment, Pas du tout. Il s'est passé quelque chose, un fait qui a fait que les élections ont dû être faites en avril. Donc, qu'est-ce qui peut être fait qu'on change les élections? Eh bien, c'est tout simplement le décès d'un président. Et oui. C'est Pompidou qui est décédé le 2 avril, je ne sais plus quelle année, Pascal pourra peut-être me le dire, 74, voilà. Et du coup, le président du Sénat a chapeauté le poste pendant quelques mois, le temps qu'on lance les élections qui sont déroulées vers le 20 et quelques, il me semble. C'est rigolo. D'accord. Et depuis ce jour-là, les élections qui à la base étaient en automne sont au printemps. Donc voilà. Oui, mais là normalement à la base on votait en mai là, enfin les dernières élections, non? Putain, j'ai un énorme doute maintenant. Non, c'est toujours été avril, début avril et parfois début mai. Ouais, c'est plus ou moins dans ces eaux-là, oui. Période-là, ouais. Mais avant le décès de Pompidou, le président a été élu en automne. Ok. Donc voilà, c'est pour cela qu'on vote là. Après, est-ce qu'on peut changer et peut-être mettre une période où il y a plus de gens qui sont... Mais en vrai, c'est une bonne période. Hein. Avril, c'est là où les gens travaillent, ouais. Oui, mais c'est le côté agréable. C'est un site peut-être même à ce qu'il y ait moins d'abstention qu'en automne. En automne, il fait froid, il pleut, il flotte. C'est vrai. Allez voter alors qu'il flotte. Alors que là, aller voter, les beaux jours arrivent. Tu te dis, bon, j'allais voter, après je vais me balader. C'est beaucoup plus agréable. Tout à fait. Allez, question suivante. Pourquoi les femmes ont-elles attendu 100 ans le droit de vote? Parce qu'elles le méritent. Ouais, dans ta gueule. Parce que... La violence. Non, mais bon. Désolé. On a été pendant très très longtemps soumise à nos maris, comme disait Voltaire, et que du coup on n'avait aucune légitimité, on n'avait aucun droit, donc encore moins le droit de vote. Non? C'est lié justement à... Vous savez, il y avait des séparations, etc. C'est lié à ça. Donc c'est lié justement encore à l'Église. C'est pour cela à la base qu'ils ne voulaient pas que les femmes votent, parce que l'Église, ils pensaient que les votes des femmes vont remettre en cause le caractère laïque de l'exercice du pouvoir et la séparation de l'Église et de l'État. Et donc ils se sont dit, ah non, on veut pas, donc on fait le veto, les femmes ne votent pas, parce que sinon l'Église, le caractère laïque, ça va tout changer. Et donc... il a fallu que les mœurs changent un peu plus, parce que les mœurs changent au travers du temps. Maintenant on peut se marier avec n'importe qui. Avant, on pouvait pas. Donc, une évolution, et cette évolution avant, c'était à cause de l'Église. Oui, parce que il y a. Alors, je connais un peu l'histoire. C'était un abbé, pour le coup, qui avait en fait distingué, en gros, en citoyen actif,
et en citoyens passifs. Et en gros, donc dans les citoyens passifs, c'était en gros les gens qui ne travaillaient pas, les femmes et les enfants, en fait, qui étaient dans cette catégorie-là, et en gros ne considéraient pas du coup qu'ils avaient le droit de vote, puisque on va dire que c'était la majorité des hommes qui allaient travailler, alors que les femmes étaient à la ferme, alors qu'il y avait énormément en fait d'aide de la part des femmes. C'est elles quand même qui faisaient à manger quand même régulièrement. C'est elles qui aidaient quand même énormément à la ferme. S'il fallait aider pour d'autres tâches et tout, etc. le faisaient, mais elles étaient considérées par en gros c'est un abbé qui avait décidé ça, de classer en gros les citoyens passifs et les citoyens donc du coup actifs, et ouais c'était assez chaud. Heureusement que ça a changé. De nos jours, c'est plus les abbés qui les classent comme ça, c'est l'application Grindr qui place les citoyens en citoyens actifs et passifs. Exceptionnel, hein. Merci. Et tout de suite sur TF1, les visiteurs. Alexis est ravi. Et finalement, j'aurais plutôt dû mettre les visiteurs 2 où t'as le mec de la Poste qui fait ils sont revenus les malades. Ils sont revenus les malades. Oui, j'aurais dû diffuser le premier en 2017 et le deuxième voilà. C'est ça. Alors, on va finir avec le dernier. Pourquoi a-t-on choisi l'Élysée comme résidence des présidents ? Et je fais une petite parenthèse qu'Alexis nous dit que Pécresse, c'est Béatrice de Montmirail. On l'a bien oublié. Monsieur Zemmour, votre poncho, prenez une serpillière. Ça, le va bien aussi. Je pense qu'on pourrait faire chaque candidat pour chaque personnage des visiteurs. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont prit ce film. Donc, c'est peut-être lié. Donc, à votre avis, pourquoi a-t-on choisi l'Élysée comme résidence des présidents ? Ah putain. Parce que c'était joli et que c'était à Paris ? Non ? Parce que le Louvre, ça faisait un peu trop monarchie et parce qu'il n'y avait pas tant que ça de palais un peu chicos ? Je suis vulgaire ce soir. Est-ce que c'est un truc qu'on a récupéré à la bourgeoisie ou à je ne sais qui et on a voulu en faire un truc républicain, je sais pas. C'est un peu lié à ça. Donc, je sais pas si Aurel, tu veux dire quelque chose dessus. Non, ce qui me semble que c'est un symbole, parce que ça a été construit, ça a été construit un petit peu après le Louvre, il me semble. Ça a été construit au 16e ou 17e siècle. Et par contre, les présidents ne sont dedans que depuis 2 siècles, voire peut-être un peu plus. Ils sont dedans depuis, je crois, je sais plus pour être exact, mais il me semble avant c'est pas une antichambre du pouvoir, ou je sais plus, mais il y a une histoire comme ça, il me semble. Oui, c'est relativement récent. Et donc à la base, c'était juste un hôtel particulier, donc qui était vraiment assez admiré. Et donc avec justement les présidents qui commencent à vouloir trouver un endroit, cet hôtel particulier a été aménagé pour les présidents, donc avec des normes de sécurité, etc. Et donc au final, au fil du temps, ce monument, cet hôtel particulier plutôt, sera désormais la résidence officielle des présidents. Et donc c'est plus ou moins parce que justement ils voulaient justement pas avoir je sais pas comment expliquer, il y a pas vraiment d'explication précise, c'est juste que de fil en aiguille, cet hôtel particulier a été une résidence très appréciée des présidents qui a été justement mis officiellement comme palais présidentiel au fil du temps. Mais ça s'appelait pas l'hôtel, je suis en train de regarder, il me semble que ça s'appelait pas l'hôtel d'Évreux ou ou comment il s'appelle l'Élysée, enfin parce que c'était pas le nom de l'Élysée à la base, mais ça a bougé après. Il me semble, hein. Il y a eu avant le palais de l'Élysée, c'était l'Élysée Bourbon, et il me semble avant c'était il y avait le nom d'un hôtel pour le coup, parce que c'était un vrai, c'était un vrai hôtel pour le l'Élysée coup. Bourbon. C'était l'hôtel de l'Élysée Bourbon. Il me semblait qu'il y avait même un autre nom avant, mais c'était l'hôtel du comte d'Évreux apparemment. Ah ok, d'accord. Ok, ce qui expliquerait pourquoi. Oui, il y a aussi un hôtel d'Évreux, mais à Place Vendôme. Enfin non, mais ouais, c'est un bordel. Bon, tu me diras, c'est quasiment dans le même quartier, mais ouais. Une grande histoire. Je sais pas, une grande histoire, mais c'est que au final, c'est cet aménagement, ces présidents qui apprécient cet hôtel particulier, qui ont fait de ça le palais de l'Élysée.
J'ai voulu le visiter plusieurs fois aux Journées du patrimoine. Sachez qu'il faut se pointer au moins devant à 4h du matin. Il y a une forte affluence, effectivement. Ah ouais, j'ai été à 7h du matin, c'est impossible. T'as une queue de... on s'était pointé à 5h du matin, non, à 7h du matin, pardon. Et il y avait une queue, on pouvait pas rentrer dedans avant 14h, je crois. Donc, en parlant de rentrer dedans, est-ce que Vinka peut nous lire le message d'Alexis ? Tout à fait, avec beaucoup d'élégance. Le débat est animé sur Twitter. Un candidat qui donne Macron en consigne de vote. Réponse d'un tweetos. Sale traître, encastre-toi du saucisson dans le fandard. C'est très particulier. Hein. Ça va promettre ce second tour. Hein. Je propose que sans transition, on fasse la partie lequel d'entre nous, si vous le voulez bien. Oui, avec grand plaisir. Pas de pause directement ou une pause? Deux termes sans transition, ce qui signifie en langue française pas de pause. Tu me prends beaucoup de cours chaque fois, mais il va falloir que je change la rubrique. Mais j'aime te prendre de cours, Pascal. J'aime te prendre de cours. Tu vois, donc tout le monde doit lancer l'application maintenant. C'est pour voir si tu arrives à suivre, mon cher Pascal. Ah bah je suis, mais c'est plus la technique qui suit moi. Oui, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup en fait depuis tout à l'heure, et en fait il est déjà 22h08 en fait, donc c'est vrai que on avance. Alors de DJ, ce soir on est passionné. Hein. C'est vrai. Alors, du coup, l'équipe de l'émission possède ce joli dispositif fort sympathique avec les noms de chacun des personnes. Je vais dire des affirmations et il faut qu'on choisisse qui correspond mieux de l'affirmation. Je résume bien la chose, hein. Vous avez vu. Et j'ai même pas des petites fiches comme les gens là comme Macron sur son pupitre, sur son comptoir d'accueil, sur son pupitre. Alors, lequel d'entre nous ne se gênerait pas pour aller voter en pyjama? Bon, c'est simple. Ça c'est facile. Ouais. Ça. D'ailleurs, ce que vous savez pas, c'est que c'est une chemise pyjama à la base qui s'est achetée. Pourquoi c'est pas bon. Voyons voir les choix. Ah, il y a de tout. Il y a une voix pour Vinka, une voix pour Aurel et 2 voix pour moi-même. Bah oui, c'est toi, Pascal, qui ne serait pas de souci pour aller voter en pyjama. Non, quand même pas en pyjama. Mais en t-shirt, mais comme toujours, comme beaucoup de monde. Non. Alors, question suivante. Lequel d'entre nous irait voter le mauvais jour? Pourquoi c'est trop simple? Pourquoi c'est fermé? 4 voix pour Vinka. Vinka, une réaction peut-être. On t'entend pas. Oui, je me trompe beaucoup, mais ça quand même. Heureusement qu'on vit à 2 et que je ne vis pas seul sur une île déserte. Heureusement, c'est sûr. Allez, le suivant. Lequel d'entre nous, et c'est là que ça se corse un petit peu, lequel d'entre nous pourrait devenir président ou présidente de la République? Allez. J'ai voté. Voyons voir. Il manque un vote et c'est Vinka qui est la gagnante avec 2 votes. Et il y a un vote pour moi-même et Aurel. Très bien. Oui, bah, tu es la plus cultivée, on va dire, d'entre nous. Très bien, c'est vrai. Mais il faut de l'organisation aussi, hein, quand même. Moi, j'aurais bien vu, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi est-ce qu'on est élu? Allez, le cas des gens, c'est plus cultivé. Tout à fait. Bah, il y aurait c'était ça qui séduisait les gens. Ouais, elle créerait le ministère de la culture et de la lecture. Ouais. Forcerait les gens à plus se cultiver, etc. Franchement, ce serait bien. Faut que je vous raconte une anecdote de prof après. Aurel, est-ce que tu peux lire le message qu'on a reçu de Alexis? Devant le QG de Zemmour, toc toc toc, qui c'est? Élie. Élie qui? Éliminé au premier tour. Ça marche avec beaucoup de candidats aussi. Hein. Oui, on peut le faire avec. Alors, est-ce que Alexis, tu peux me faire une blague pour chacun des candidats qui sont éliminés, s'il te plaît? Hidalgo, on attend. Tout à fait. J'ai hâte de voir aussi Dupont-Aignan et tout ça. Ah oui. Alors, lequel d'entre nous pourrait être un bon leader lors d'une manifestation? Voilà. Nous votons tous.
voyons voir les résultats qui vont s'afficher sur notre écran. Pour le moment, c'est 3 voix pour Aurel et 1 voix pour Stéphane. Non, mais très bien. Je te vois bien, Aurel. Manifester, égaler. Même Je sais quelle raison pour aller plus de saucissons à la cantine, etc. C'est pas. Ouais, je l'ai fait, mais plutôt jeune. Mais aujourd'hui, non, j'ai plus dans une manif ni rien. Pour le coup, je pense qu'Aurélien aurait fait un tour en Normandie pour dire c'est à nous le Mont-Saint-Michel, il est breton. Ah, ça, je pourrais me battre. Et tiens, je t'attaque avec mon beurre salé dans la gueule, hop là. Prends-toi du lait. Ah, exceptionnel. Alors le dernier, Pascal, je sais pas ce que t'as foutu, hein, ça parle pas du tout de. C'est un peu de tout, hein. Bon, d'accord. Bon bah. Lequel d'entre nous adopterait un animal sur un coup de tête? Voyons voir les résultats. Ah, il y a de tout, mais Stéphane est le gagnant avec 2 voix. Et j'aurais pu dire Pascal avec ses grenouilles et ses crapauds. Hein. Ouais, non, mais c'est pas un coup de tête, c'est réfléchi. Par contre, je me souviens que t'as récupéré un chat, il me semble, Stéphane, à une époque. Oui. C'est pas lui. Je tiens à préciser pour remettre le contexte. C'est le chat de sa sœur. Oui, c'est le chat de sa sœur. Un coup de tête. C'est vrai. Mais c'est vrai que Stéphane, c'est lui qui va plus faire quelque chose en se prenant un coup de tête. Enfin, qui va avoir un coup de tête, qui va dire allez, c'est bon, je le fais, point barre. C'est pas faux. Mais qui est quand même réfléchi pendant très longtemps, mais que j'agis. Bon, je le fais maintenant. Oui, voilà. Non, mais pour la prochaine fois, je te ramène un poney pour le gadget et peut-être tu vas le garder. Et un cheval. Alors, je pense que sur un coup de tête, je vais déménager, je vais peut-être donner mon adresse. Ah. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir l'anecdote de Vinka en tant que prof avec son élève qui n'est pas présent sur Twitch ce soir? Alors c'est une anecdote qui m'amuse parce que vous me parlez de culture et ça fait depuis 2 mois, à peu près 1 mois et demi ou 2 avec les vacances, 1 mois et demi qu'on est sur une pièce de théâtre très classique, Phèdre de Racine. Et bon là j'arrivais à la lassitude, je sentais que c'était la fin, donc j'arrive à la fin et à un moment donné je me suis dit bon bah c'est la fin, on a discuté mais je pense que je vais arrêter là, ça fait 3 ans que je le fais et puis même si je le fais différemment j'arrête. Et là, j'ai mes élèves qui me disent non, madame, alors que ça les a saoulés, hein. Ils me disent non, madame, faut pas arrêter, on aime beaucoup, faut le garder. Ils m'ont beaucoup fait rire sur ça. Donc, bon, le temps d'une semaine passe, puis à un moment donné, je leur dis bon, bah, pour vraiment dire adieu à Phèdre, vous allez me résumer Phèdre à la manière, je sais pas si vous avez entendu parler, maintenant c'est un peu daté, les boleuses des belles lettres. C'est un collectif de jeunes intello, mais de jeunes, qui ont réécrit les résumés des grandes pièces de théâtre, mais avec des mots familiers, et jamais vulgaires, mais très familiers parfois. Et du coup, ça leur a beaucoup plu. Ils m'ont fait des résumés de Phèdre incroyables. Ils se sont amusés comme des petits fous, bon, qui sont partis parfois beaucoup en trou, largement en coups. J'ai appris plein de mots que je connaissais pas, et notamment des films ils ont réussi à faire de Phèdre un film porno, mais ils m'ont beaucoup fait rire. Le blues des belles lettres qui est avec Jean Rochefort pour le coup. C'est lui qui les a lus, mais à la base c'est un recueil de textes en fait. C'est un livre. Et puis je trouvais un truc qui était marrant, c'était une émission sur France 2 il me semble, où putain je sais plus sur quelle chaîne, c'était peut-être sur France 4, mais c'était des jeunes qui interprétaient des pièces de théâtre un peu à leur façon, des choses comme ça, et il y avait un espèce après d'oral où des fois ils se retrouvaient tout seuls ou des fois à plusieurs, et franchement c'était impressionnant parce qu'ils se donnaient vachement, et franchement grand respect à ces jeunes qui ramenaient un peu de culture, et c'est dommage qu'on n'ait pas un peu plus de programmes comme ça à des heures de grande écoute pour le coup. Tout à fait, on voit sur le chat la réaction. Vinka, la caution culture de l'émission. Et je laisse peut-être lire le reste. Oui, mais avec des films porno quand même, faut pas déconner. Mais c'est pas moi, c'est mes élèves. À la fin, j'avais honte. Tout que j'ai rien compris. Mais
Dans mon carnet de liaison de 3e, j'ai quand même une convocation pour mes parents. Convocation suite à une rédaction pornographique. La merde. En rédaction en français, j'avais écrit un film de cul. Moi, j'aurais jamais mis de convocation. Je sais pas, en 3e, Ouais. troisième. Est-ce que depuis tu l'as réalisé ce film de cul, Aurélien? Non, ça allait trop loin. Mais je me dis, oh tiens, pour la vanne, des rédactions et tout, etc. Et en plus, j'avais bien écrit, hein, j'avais passé mon temps et tout, 2 heures et tout, la totale. Mais oui, c'était... c'est un film de cul. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Le Sunday Show sur C9 Radio, comme tous les dimanches, même si ce soir c'est dimanche soir électoral, il y a quand même le gadget de Vinga qui n'a rien à voir avec les élections, mais elle va nous le présenter et on pourra lui attribuer un point pour l'objet et un point pour la présentation. Vinga, c'est à toi. Imaginez-vous un endroit où tous les gens sont sérieux et un peu ennuyeux, parce qu'il faut les deux. Et du coup, dans cet endroit où les gens sont sérieux et un peu ennuyeux, il faut au moins 2 personnes un peu sérieuses et ennuyeuses. Vous amenez cet objet. Cet objet, c'est un peu comme le gadget d'Aurel pour ceux qui se souviennent. C'est un objet avec des touches où on clique pour savoir qui sont les joueurs. Et ensuite, il y a au milieu un truc bon ou faux. Alors c'est ça qui est très drôle dans l'utilisation de cette chose. C'est une sorte de blind test sur la musique, les films, les bruits d'animaux. Ça pose des questions et ça fait du bruit. Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'il y a un micro au milieu. Et donc, micro tête de mort, ouais. Un micro tête de mort. Micro tête de mort, c'est son vrai nom ? Oui. Ah, voilà. Et donc, ce qui est le plus beau, c'est que les gens sont persuadés que quand tu gueules dedans, le truc enregistre ta réponse. Et pas du tout. C'est ça qui est génial. Tu as la musique de Titanic qui part. Tu gueules Titanic dedans pendant 20 minutes parce que t'es un vieux papa un peu fatigué qui gueule parce qu'il a trop bu. Donc, il gueule. Il y a la fin de la musique. Il y a la personne qui dit Titanic et c'est toi qui es censé dire si tu as bon ou faux et c'est la machine qui calcule si tu as bon ou faux. Et c'est ça qui est très drôle. C'est que du coup, les gens savent pas que n'est pas nécessaire de gueuler dedans. Et donc, tu as des gens qui gueulent sur un micro en plastique. Et ça, c'est ce qui m'a le plus plu dans cet objet. Bah oui, est-ce que ça donne envie de gueuler? Est-ce que c'est un micro pour le coup? Donc, t'entends Always, Always Love You, ouais, t'as envie de gueuler, quoi. Et voilà, ça ne sert à rien. Et donc, tu le mets au milieu d'une pièce où les gens s'ennuient et tu attends que les gens gueulent dedans pour rien. C'est énorme. C'est vraiment la meilleure partie d'objet, parce que sinon il y a des règles très compliquées qui fait que tu t'enregistres ton nom, tu dis si tu as bon ou faux. Et ça, c'est pas drôle. Le plus drôle, c'est vraiment de le poser au milieu de nulle part et attendre que les gens passent à côté. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup cet objet. Moi, ça me rappelle l'objet d'Aurélien sur lequel on aurait voulu mettre le trophée de The Voice par-dessus. Oui, en plein milieu, ouais, avec le micro, ouais. Avec la main. Voilà. Demain, je l'amène en salle des profs pour voir ce qui se passe. Et donc, du coup, t'as comme des bruits qui sortent, donc, du coup, de l'objet. T'as des bruits qui sortent de l'objet. Du coup, le but, c'est comme c'est un blind test, c'est deviner quel bruit c'est. Mais comme ça enregistre pas ce que tu dis et que t'as pas la possibilité de voter, en fait, à la fin, ils disent ce que c'est et c'est toi qui dis tout honnêtement si t'avais raison ou tort. Et d'accord, après, ok, donc. Tes points tout seul à la base. T'as une règle 25 très compliquée pour savoir combien j'ai pas tout lu. Mais t'as une règle très compliquée, mais au tout début, ils disent vous pouvez commencer à jouer tout de suite sans même lire ses instructions. Donc je me suis dit que j'aurais pu m'arrêter là finalement. D'accord. Et donc, est-ce que ça fait coin et tu dis taureau? Non, c'est faux. Et ça marche comme ça. Là, t'as pas compris le jouet. Tu ne dis pas, tu peux toujours dire taureau, mais à la fin ça dit canard. Et donc si ça dit canard et que tu as bien dit canard et que tout le monde est témoin que tu as bien dit canard, il faut dire juste ou faux. Mais si c'est un taureau? Bah si c'est un taureau qui fait coin-coin, ça n'existe pas. t'appuies sur faux? T'appuies sur faux que j'attends. Hein, c'est faux. Est-ce que comme le gadget d'Aurel, il y a des voix off aussi? Non, si un petit peu, mais pas beaucoup. C'est pas aussi drôle que le jouet d'Aurel. D'accord. C'est plus. Non, ce qui est vraiment drôle, c'est que les gens gueulent dedans. Ça, c'est vraiment très très drôle. D'accord. Ah, c'est exceptionnel.
Donc oui, c'est supposé les mêmes gammes, mais oui, c'est différent. Donc c'est marrant de voir qu'il y a plus de voix off chez Aurel que chez Vinka. Mais les gens, comme il y a le micro, ils gueulent dedans. Donc c'est particulier. Parce que j'ai ri en voyant mon père bourré en train de gueuler Titanic pendant 20 minutes. Vraiment, c'était la meilleure partie du jeu. Et alors, c'était vrai ou faux? C'était vrai, parce que ça fait 4 fois. On n'avait pas compris, donc tous les rêves, ça faisait toute l'après-midi. Il a joué Titanic. Ah bah sympa, ça fait des réunions de famille animées, dis donc. Ah bah oui. Oui, c'était drôle. Donc c'est des blind tests musicaux, il y a des questions de culture générale, il y a tout. Ok, non, d'accord. culture générale, j'ai pas encore eu. Ou alors c'était très très général, à savoir Titanic. Mais sinon, c'est musical, animaux, voilà, principalement des films, des musiques, des génériques. Voilà. D'accord. C'est très bien. Bon, eh bien, place au vote à présent, Sivinka. Tu es fini? J'ai fini. Alors, Aurélien, on t'écoute. Je mets les 2 points. Je mets 2 points, même si j'aurais aimé donc avoir l'illustration sonore, mais on va respecter Vinka et son enfant. Ouais. Non, il faut me retirer des points, j'aurais pu l'enregistrer avant. Non. Oui, mais non. Pour ça, tu es une bonne mère pour ne pas réveiller ton enfant, donc je respecte ça. Donc je te mets le point de présentation et le point pour l'objet parce que bourré, je pense qu'il y a moyen de créer des meurtres. Et ça, franchement, ça c'est un jeu qui m'éclate pour le coup. Eh bien, Pascal. Pareil, je mets les 2 points. Je ne tiens pas rigueur au fait qu'on n'a pas pu essayer parce que oui, il y a des choses qui arrivent et que justement quand on a un gamin comme moi aussi, pareil, on comprend, on est compréhensif. Et donc je donne les 2 points parce que oui, ça a l'air d'être quelque chose qui peut être vraiment marrant en soirée. Avec même si on n'a pas d'illustration, en vrai, on peut voir le côté marrant. Hein, c'est participatif, tous les gens répondent et oui, le truc est marrant dans le sens. Donc je donne les 2 points pour moi. Et toi, Stéphane? Alors, quant à moi, effectivement, l'objet, le jeu en lui-même, c'est vrai que c'est vachement sympa. Ça met de la bonne ambiance en famille, on se marre bien, peu qu'on soit bourré, on se marre encore plus. Et comme Vinka est telle une confiture, à savoir une bonne maman, bah, je donne effectivement le point pour ne pas avoir dérangé son gamin. Je viens de découvrir une prise de jack même. Donc si le son est dégueulasse, tu peux même le brancher dans ton salon pour que ça fasse encore plus de bruit. Non. Ah génial, ah oui, donc tu peux brancher une enceinte et tout, ouais. Voilà. D'accord. Ah ouais, Est-ce que c'est vraiment un casque ou c'est une alimentation électrique? En fait, je n'en sais strictement rien. Non, oui, c'est plutôt une alimentation électrique, je pense. Oui, C'est une alimentation électrique parce qu'en fait, ça m'a l'air pas du tout assez profond pour être une prise de jack. Merci Vinka, technique ce soir. C'est exceptionnel. Et oui, c'était le gadget parfait de ce soir. Tout à fait. Je peux vous raconter une énième anecdote sur le fait quand j'ai reçu l'objet. Ah, bah vas-y. Je suis allée le chercher dans une librairie telle qu'il n'en existe plus de moins en moins en France. C'est-à-dire que je suis rentrée dans une boutique qui ressemblait clairement à une librairie, mais où il y avait une dame qui était habillée comme si elle était en robe de chambre. Elle était habillée avec des chats dans la boutique. Il y avait des arbres à chats et des chats dans la boutique. Au milieu, tu vas acheter ton parisien et au milieu, tu as un chat qui fait ronron. C'est inimaginable. C'est où ça? Peut-être chez moi, à Brou. C'est peut-être un concept. On a bien fait des bars à chats, pourquoi pas des librairies à chats. Ouais. Une vieille dame aigrie qui n'a pas du tout envie d'ailleurs de m'aider. Et ça m'a beaucoup attendri parce que le seul deuxième problème, c'est que ça sent le chat très 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 fort. Ah, oui. C'est pas très agréable non plus. Non, tu m'étonnes. Oui, si ça sent vraiment le chat très fort, oui, je comprends. Ça fait un peu. Tu rentres dans la boutique de l'antiquaire et il y a d'un côté les chats qui ont peut-être fait dessus et également la propriétaire. Mais c'était très rigolo. Voilà, c'était. Je me suis dit, mais ce genre de truc, ça n'existe quasiment plus et il faut peut-être un tout petit peu le préserver. C'est exceptionnel. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Dans le Sunday Show, on s'amuse, on parle politique, on parle actualité, on apprend des choses et on voyage également. Et ce soir, grâce à notre ami Aurélien,
notre beau barbu à lunettes. Oui, bonsoir. Nous allons faire un tour aux côtés du Laos. C'est ça, c'est ce que vous m'avez proposé la semaine dernière. La semaine dernière, on avait visité le Bhoutan. On avait fait également la Corée du Nord. Avec Christine, oui. Et là, donc, c'est-à-dire, c'est le Laos. Et puis d'ailleurs, première question, toute simple. Est-ce que vous êtes capable de me situer le Laos exactement? Oui. Côté du Vietnam. Entre Alors, Thaïlande, moi, je dirais en Asie. Chine, Vietnam. Ouais. c'est ça, il y a plusieurs frontières. Il y a la Chine, la Birmanie, le Vietnam, la Thaïlande et le Cambodge. C'est vraiment bloqué entre C'est ces ça. 1, 2, 3, 4, 5 pays. Est-ce que vous êtes prêts du coup pour ce quiz? Donc, t'avais dit quoi, Vinka? L'Égypte? Attends, on t'entend pas. En Asie, parce que Ah, c'est en tout ce Asie, que je sais faire de mieux. Maintenant, je suis sur Google Maps, donc je suis à fond. Bon, bah très bien. On va commencer avec cette première question. Selon vous, quelle est la monnaie du Laos? Est-ce que réponse A, c'est le dong? Est-ce que réponse B, c'est le kip? Est-ce que réponse C, le kayat? Ou réponse D, le bitcoin PMK? Moi, je sais la réponse, donc je vais laisser Stéphane et Vinka trouver. Ah, Le premier choix, c'était quoi le premier choix? Le dong? le dong, ouais. Moi, je dirais le dong. Moi, je dirais Donc. le kayat, parce que je trouve que ça sonne argent. Mais j'en sais pas beaucoup plus. Et Pascal? Bah, c'est le Kip. Deux mauvaises réponses, une bonne réponse, celui-là qui a visité le pays. Ouais, en effet, c'est le kip, c'est la monnaie nationale de la République populaire et démocratique du Laos. Le kip, en gros, en conversion, c'est 9685 kip pour 1 euro pour la conversion du kip. De quel pays le Laos tient-il son indépendance? Est-ce que réponse A, c'est la France? Réponse B, l'Angleterre? Réponse C, la Corée du Nord? Ou réponse D, la Chine? Moi, je sais. Et je vais laisser. J'ai toujours laissé Vinka et Stéphane répondre dans ce cas-là. À votre avis. Tu veux dire de quel pays il était sous de quel pays il était sous domination avant, c'est ça? Alors, de qui il tient son indépendance? La Chine, non? Je dirais la France. J'hésite entre la Chine et la France. Voilà. Et Pascal? Bah, c'est la France. C'est bien la France, en effet. Ouais. Mais c'est peut-être même cette raison-là que Pascal est avec nous ce soir, parce que tes parents, grâce à la France, sont peut-être des Oui, bien en France. Mais je pense que mes grands-parents étaient français à l'époque, vu que, tu sais, vu que c'était possédé par la France à l'époque. Donc, en vrai, j'étais déjà français avant, en vrai. Mais oui, il y a toujours des marques en France qui sont au Laos. Il y a des boulangers encore qui sont là-bas. C'est assez marrant à voir. Ouais, il y a 5% de la population qui est française au Laos. Et c'est en 1893, en gros, alors là, c'était considéré plutôt comme un protectorat français. Ouais. C'est le Laos d'ailleurs qui avait demandé ce protectorat-là de la part de la France pour en fait résister aux invasions chinoises et aux tentatives d'expansion du Vietnam et de la pression du Siam pour le coup, ce qui donna donc du coup la France les pleins pouvoirs sur l'ensemble de l'Indochine. Et donc le Laos a quand même réussi à subir l'occupation japonaise de 1940 à 1945 malgré le protectorat français, mais vous le savez, il y a eu la guerre, donc il fallait bien rapatrier nos soldats chez nous. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon imposa sa domination sur l'Indochine française, y compris sur le Laos, et le pays du soleil levant chercha à empêcher le retour des puissances coloniales européennes et favorise l'indépendance du Laos qui fut proclamée le 8 avril 1945 par le roi Sisavong, mettant fin donc au protectorat français, et la France qui a refusé de reconnaître l'autonomie du Laos jusqu'en 49. En 49, pour le coup, elle a eu un statut d'État associé, et donc depuis, tout s'est arrangé pour le Laos. Le Laos est le 3e producteur mondial de A, du riz, réponse B, de l'opium, réponse C, de café, ou réponse D, de sperme de vache. Pour le coup, Ça, alors. je sais pas en vrai. Je dirais le riz, mais c'est peut-être pas ça. Après, je sais pas ça. Opium, hein? C'est peut-être l'opium. L'opium pour Vinka. Ouais, Le opium, riz, je dirais aussi, oui. Bah, c'est une bonne réponse, c'est bien l'opium. Le Laos, le Mekong, les éléphants, la Bir Lao, mais aussi l'opium qui est toujours cultivé et distribué dans le nord du pays. C'est donc le 3e producteur mondial. Ils essayent quand même de l'éradiquer depuis plus de 20 ans. Mais donc dans le sud du pays, il n'y a pas de souci au niveau des frontières. Par contre, dans le nord, ça reste encore un énorme producteur mondial. Ils n'arrivent pas à s'en sortir parce que l'opium, à partir du moment où tu commences un petit peu à y toucher, c'est quelque chose où
où t'es facilement accro. Et ils s'en servent encore pour des produits pharmaceutiques. Donc du coup, l'opium en fait reste pour le coup ultra utilisé là-bas et ils sont toujours donc producteurs pour le coup. La capitale du Laos selon vous, est-ce que c'est Luang Prabang? Réponse A. Paksé, réponse B. Vientiane, réponse C. Ou Vientiane, réponse D. J'aime beaucoup la réponse D. Moi, je sais. Moi aussi, je sais maintenant parce que j'ai visité. Ah, t'avais fait de Laos toi aussi, Vinka? Pas du tout, mais je suis en train de visiter sur Google Maps. Ah, d'accord. Donc Stéphane, c'est toi qui va répondre. Le deuxième choix. Donc Paksé. Paksé. Eh ben, C'est la mauvaise réponse, c'était Vientiane, la capitale du Laos, qui a été construit un peu comme, on va dire, la France. Alors tu vas me dire si c'est vrai ou pas, Pascal, mais il y a des quartiers français, étant donné qu'ils ont fait appel à des architectes français pour le coup. Et il y a seulement les temples qui sont vraiment réalisés par, en gros, des bouddhistes, comme le Pha That Luang du 14e siècle, qui est un véritable symbole national. Et le long des boulevards et des rues bordées, le long des boulevards, on retrouve, et au niveau des rues, on retrouve à chaque fois des arbres qui donc représentent des sanctuaires notables et qui en même temps aussi abritent des milliers d'images bouddhistes. Alors à toi de me dire vrai ou faux, Pascal, pour le coup, mais c'est ce que j'ai trouvé sur internet. Oui, c'est un peu vrai. Quand je suis allé visiter là-bas, tu sens un peu l'influence française dans pas mal de buildings et autour, oui, t'as des monuments bouddhistes qui sont assez immenses, mais ça fait un petit parallèle assez marrant. Après, ça c'est pas la France de Paris, hein, c'est plus une France un peu moins développée, mais tu sens un peu l'influence quand même. D'accord. Alors il y a une actualisation des sondages qui vient d'être fait à l'instant. Emmanuel Macron baisse. Marine Le Pen est à 23%. Jean-Luc Mélenchon est à 22,2%. Il n'est plus qu'à 0,8% de Marine Le Pen. Si franchement... l'écart continue en fait à se creuser. Donc ouais. C'est une première que les estimations se trompent. Ce point-là. Oui, parce que là, pour le coup, on était quand même à 20%, il a pris quand même 2,2%. Alors, comme disait Alexis tout à l'heure sur Twitch, en effet, on compte les votes de fin de journée pour le coup, mais là, quand même, ça fait un énorme rattrapage depuis tout à l'heure, quand même. C'est énorme, ça se demandait si ça va pas se jouer à quelques milliers de voix près ou ouais, possible. Impressionnant. Tout à fait. Combien y a-t-il de moines permanents dans le pays du Laos? Est-ce que A, c'est 9 000, B, 20 000, C, 25 000, ou réponse D, ils n'ont pas de moines, la seule croyance pour eux, c'est le live de PMK sur Twitch chaque jour. C'était quoi la première réponse déjà? 9 000. Bon, Oui. Moi je dirais 9 000. Je sais pas. Mais c'est peut-être plus, mais allez, je dirais 9 000. C'est pas beaucoup. C'est une bonne réponse, c'est bien 9 000. Ouais. Pour le coup, qui sont au Laos. Voilà, tout simplement pour le coup. Quand est-ce que le Laos a eu accès à la télévision? Je sais que vous avez plus avec le Bhoutan. Oui. Et là, pour le coup, on va le faire avec le Laos. Je peux pas faire de jeu de mots là-dessus, c'est pas drôle. Le Laos. Quoi que si j'en ai une. Ah bon, je vais te laisser la faire. Le Laos, accès à la télévision, à votre avis, en quelle année? 79, réponse A. 81, réponse B. 1983, réponse C. Ou réponse D, l'année dernière, grâce encore à Stéphane Chorosteki qui est parti installer une antenne avec PMK. 81. 83, ouais. Moi aussi, 81, c'est l'année. Eh ben, c'est Pascal qui a la bonne réponse. 83. La réponse C. Oui. L'introduction de la télévision au Laos s'est effectuée donc le 1er décembre 1983. Et il y a encore aujourd'hui que 2 chaînes nationales, LNTV 1 et LNTV 3, pour le coup. Et ensuite, après, vous avez accès aux chaînes étrangères où France 24, par exemple, est disponible là-bas. Et on sait qui est-ce qui est monté Laos, mettre une antenne? Oh putain, c'est pas possible. Mon Dieu. N'importe quoi.
Quand est-ce que le Laos a eu accès à la presse selon vous? Est-ce que c'est 1968? Réponse A. 1970? Réponse B. Réponse C. 1980 ou réponse D. 1990? 70. Puisque c'était sous protectorat français, la plus vieille date, parce que la France, quand même, la presse, c'est important. C'était 68, c'est ça la date la plus ancienne? Ouais, et vous avez raison, c'est la bonne réponse. Il y a 4 journaux au Laos. Il y a le Rénovateur, donc en traduction française pour le coup, le Pasakson, Vientiane Mai et Vientiane Times. Pour le coup, ce sont les 4 titres que vous pouvez trouver au Laos. Et puis, dans certains bureaux, vous pouvez trouver la presse internationale. Mais pas toutes. Il y a le New York Times, il y a Le Monde, il y en a quelques-uns. Il y a aussi un titre anglais, le Daily Mail, ou je sais plus. Mais il n'y en a pas énorme. Et la question, bien évidemment, radio. Avant d'aller sur Internet, la radio, pour vous, elle est arrivée quand au Laos? Est-ce que c'est en 55, réponse A, 1960, réponse B, 1978, réponse C, ou 2009, réponse D? 55. Oui, moi aussi, Ouais. j'irais 55 comme tout à l'heure. Oui, si. Eh ben, c'est 60. La radio a été lancée. C'est proche quand même. Et ouais, il y a 13 radios au Laos. En tout, il y en a 8 qui appartiennent au pays, pour le coup, qui ont été créés dans le pays. Et les autres, ce sont que des radios internationales, dont RFI, que vous pouvez capter là-bas sur le 100.5 FM. Et Internet, pour le coup, quand est-ce qu'est arrivé Internet au Laos? Est-ce que c'est A, 1990, réponse B, 1995, réponse C, 1998 ou réponse D, 2005? 2005. C'est quoi juste avant 2005? 1998. 98. 98. Et pour Vinka aussi pareil, et ben Oui. c'est bien joué. 1998, les Laotiens ont eu accès à Internet sur la totalité de la population. Soit plus de... Ça va être la prochaine question que je vais vous faire d'abord avant de vous dire combien de gens ont Internet. Combien de gens vivent au Laos? Réponse A, 16 millions de personnes. Réponse B, 9 millions. Réponse C, 12 millions de personnes. Ou réponse D, seul PMK a la réponse car c'est lui qui contrôle le Laos. Réponse D du coup. C'est seulement 7 millions. Je sais pas. Je dirais ça ils sont pas beaucoup, mais après je sais pas combien exactement. 16 millions. Je sais pas pourquoi. Eh ben c'est 7 millions. Ils sont bien 7 276 000 personnes à vivre au Laos. Et donc, sur ces 7 millions de personnes, il y a seulement 565 000 personnes qui ont accès à Internet, soit 9% de la population au total. Et il y a seulement 40 000 personnes qui ont accès au très haut débit, donc à la fibre pour le coup. C'est pas facile. En même temps, quand je me suis rendu compte que quand tu fais le Google Street View, il y a très peu de villes. Hein. Oui. Il y a des villes qui sont bien. En fait, il y a des villes qui sont un peu plus ou moins, un peu plus modernes. Et au-delà de ça, c'est du vide. Moi, j'ai fait un road trip là-bas. Donc, pour l'anecdote, j'étais allé au Laos avec mes parents. Et donc, on a loué un van. Il y avait que du vert partout. Mon père, il me disait, regarde, c'est beau, c'est nature. Moi, je dis, je m'emmerde. Moi, j'étais encore le jeune français, tu vois, qui voulait voir des monuments comme le Louvre ou Versailles, etc. Et je voyais juste du vert à portée. Après, c'est bien, c'est la nature, hein. Mais il y avait que du vert de partout. Et je me suis dit, j'avais quoi? J'avais 12 ans. J'étais, ça m'emmerde. Et toi, tes parents, ils sont laotiens d'origine? Oui. Ils ont immigré en D'accord. France. Ok, d'accord. Je savais pas du tout. Moi, je pensais que c'était du Vietnam d'où tu venais. Enfin, de tes origines pour le coup. Ok, très bien. Une belle histoire. Comment s'appelait le Laos avant, selon vous? Réponse A, le royaume du Bon Stéphane. Non. Réponse B, le royaume du Zanglang. Réponse C, le royaume du Pechang. Non Ou plus. réponse D, le royaume du Nanotang. Non plus. Aucun de ces quatre-là. C'est la question piège, merci Aurélien. C'est pas une question piège. Je sais pas du tout, honnêtement. Je dirais la réponse 3, moi. Mais... Alors, le royaume du Bon Stéphane, réponse A. Le royaume du Zanglang, réponse B. Réponse C, le royaume du Pechang. Ou réponse D, le royaume du Nanotang. Bah pour le Pechang. Pechang pour Stéphane Vinka. Zanglang. Ouais, ça. Ok, et Pascal, t'avais dit aussi le troisième, Pechang. Ouais.
Et ben c'est Vinka qui a la bonne réponse. Pour le coup, ça porte ce nom-là qui signifie le royaume du million d'éléphants. Ouais. Puisque les éléphants est donc l'animal qui représente le Laos. Comment dit-on? Comment ça va en laotien? Peut-être que Pascal a la bonne réponse. Est-ce que c'est réponse A, Bodi Tatai Tai? Réponse B, Poi Dong Dong Tai TikTok Dang Mi Nyang Tiang Pai? Est-ce que c'est réponse C, Sebaidij Pet Tiang Dai? Ou réponse D, Kopchai? C'est la réponse C. Réponse C pour Stéphane. Ça va aider, c'est bonjour. Donc, si tu as que bonjour, je dirais que c'est la troisième réponse. Tout à fait. Bien joué, Vinka. Je suis Pascal, puisqu'il a raison. Et dernière question, on en avait parlé, c'était très libre au Bhoutan pour coucher avec n'importe qui. Et au niveau des relations amoureuses, donc pour le coup au Laos, est-ce que vous pouvez, réponse A, coucher avec n'importe qui? Réponse B, vous devez être marié pour pouvoir faire l'amour. Réponse C, vous devez faire un stage avec Marc Dutroux avant de pouvoir faire l'amour. Ou réponse D, vous avez le droit de faire l'amour contre un arbre, mais pas avec une personne humaine pour le coup. Réponse B, faut être marié. Ouais, faut être marié. Yeah. Le D, c'est rigolo. Et non, la bonne réponse, il faut bien être marié. Le consentement sexuel est déterminé à 15 ans. Il est culturellement admis qu'une femme ne doit pas avoir de vie sexuelle, ni même exprimer de désir sexuel avant le mariage. Au contraire, l'homme dans la société hétéronormative dans laquelle le pays du Laos s'inscrit a des désirs sexuels qui, de manière naturelle, peuvent être assouvis bien avant le mariage. Un premier problème se pose lorsque les femmes respectent les traditions religieuses et culturelles. Le paradoxe pour le coup des hommes fait qu'ils vont voir pour le coup des prostituées et également des travestis de manière très secrète pour pouvoir répondre à leurs désirs, contrairement aux femmes qui ont un énorme respect par rapport à ça. Je sais, comme beaucoup de pays où il y a des restrictions sur le mariage, et comme beaucoup de pays où, enfin, la Chine, enfin, comme beaucoup de pays. Oui, pour le coup, oui. Voilà pour ce petit quiz du Laos. Et si jamais vous êtes à Paris ou en région parisienne, je vous invite à manger au Lao Dwang Pasut. Ça se trouve dans le 13e arrondissement, boulevard Masséna à Paris. C'est un de mes restaurants préférés, d'où j'y vais depuis 10 ans. C'est le meilleur laotien de Paris. Franchement, je vous invite à y aller, c'est excellent. D'accord, et c'est tenu du coup par la famille de Pascal. J'allais dire ça. Ils sont frères et sœurs, je pense, oui. En tout cas, j'ai ma photo là-bas. Je tiens à vous le prévenir. Ah, d'accord. On se retrouve là-bas pour le prochain Sunday Show d'ici quelques mois. Oui. Ah ouais, non, mais avec grand plaisir. Je suis entre Issa Doumbia et Kian Kojandi. Les clients les plus fidèles ont droit à leurs photos. Ah d'accord, c'est très bien. Et donc pour le coup, on est là-bas. Non, c'est exceptionnel. Ah ouais, c'est super anecdote en vrai. Tu dis, allez, je suis dans un restaurant, oui. Tu viens à Paris, ben je suis là-bas. Ah ouais, non mais je surkiffe pour le coup le restaurant. C'est exceptionnel. Est-ce que vous terminez par le quiz de la puce ou on s'en fiche royalement? Mais déjà 22h53, donc Sophie est très très court ton quiz. Il est très court, alors pour le coup on peut pas faire plus court. Ah. C'est le quiz de la puce politique pour le coup. Mais allons-y. Eh ben un petit quiz qui va être fait en 4 minutes. Selon vous, quel ministre de l'époque a parlé donc de fellation quasi nulle alors qu'elle voulait dire inflation quasi nulle? Est-ce que vous avez une idée? C'était en 2010. Je m'en rappelle, mais j'ai oublié c'était qui. Mais je me rappelle du moment, mais je sais plus qui c'est. Je me souviens. Elle a même parlé en 2011 du God constitutionnel au lieu de parler et également du God électoral au lieu de parler du code électoral et du code constitutionnel. C'est pas Ségolène Royal? Je sais pas. C'est pas Ségolène Royal, donc je sais pas. Est-ce qu'on peut avoir un indice? Une proche de Nicolas Sarkozy. Valérie Pécresse. Non. Mais on n'est pas très loin. Lagarde. Elle tient la mairie du 7e. Rachida Dati. Rachida Dati, en effet. Voilà. Qui a prononcé en 84 la peine de mort en voulant parler de la peine de mort?
Mitterrand. Non, je vous ai donné un indice en parlant de la peine de mort. Je sais pas du tout. Wow, ça je me rappelle pas, ça. La Pen, Le Pen. Ah, c'est Le Pen. Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen. Ouais. Qui a confondu en 2010, et il y en a eu un paquet des bornes cette année-là, les empreintes digitales avec les empreintes génitales. Encore une fois, j'en ai entendu parler, mais je sais pas qui c'est. Monsieur Xanax qui nous dit Badinter. Non, c'est pas Badinter. Non, quelqu'un encore de droite là pour le coup. Ah, il y a beaucoup de droite. Un homme ou une femme? Ouais. Il y en a eu un paquet. C'est pas une femme, non, c'est un homme. Il s'agissait de Brice Hortefeux. Ah, ouais. Pour le coup. Qui a parlé en 2007 en visite en Chine, qui a dit « Qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude ». Oh, ça, c'est Ségolène Royal, ça. Ségolène Royal, bonne. Ségolène Royal, si tu tues de là partout. Bonne question. Bonne réponse, pardon. Et on va en terminer par un dernier, un peu plus récent. C'est en mars 2018 lors de la Coupe du Monde de rugby, pour le coup de 2023, où il y a eu un petit discours et bien évidemment le truc. Ah voilà. Qui a donc quel Premier ministre a envoyé les Français sucer? C'était Édouard Philippe. Édouard Philippe, en effet. Pour le coup, qui était parti sur un discours assez chiant pour le comité d'organisation de la Coupe du Monde de rugby 2023. Et il a fait ce petit lapsus, où il envoie donc les Français se faire sucer, du coup, dans les vestiaires et dans les stades. Il voulait dire quoi à la base? Comment? Il voulait dire quoi à la base? Alors, parce que la France veut continuer à susciter de l'envie, et parce que la France veut continuer à sucer, voilà, tout simplement. Donc c'est devenu comme ça. Voilà. Ok. Bien, merci pour ce petit quiz de fourche qui langue. Ce petit quiz de lapsus. Tout à fait. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine émission du Sunday Show avec le beau foulard, la belle barbe et lunettes, les belles chemises et puis les beaux rideaux. Passez une excellente semaine et puis on va laisser Vinka clôturer cette belle émission. Eh bien, je vous souhaite à tous, en effet, une bonne semaine, de bons moments, et j'étais ravie de partager ce moment avec vous. J'espère que vous aussi. Et profitons de la semaine prochaine où on sera encore un peu léger avant le deuxième tour. C'est vrai. Gros Une bisous, très bonne nuit et à la semaine prochaine. Ciao.